Mesdames et messieurs, c'est parti, bienvenue dans ce nouveau podcast. Moi c'est Robin, je suis actuellement interne de radiologie en fin de 9e année de médecine. Et dans ce podcast, j'ai envie de partager aux étudiants en médecine, mais également aux personnes qui sont motivées à prendre soin de leur santé, à prendre et à comprendre un petit peu les enjeux qu'il y a derrière les mécanismes psychologiques pour prendre soin de soi, inspirer les gens autour de soi et surtout améliorer sa vie grâce au fait de prendre soin de soi. Parce que durant mon internat, même si ce n'est pas encore terminé et que je n'ai pas encore exercé des milliers d'années, je me rends compte que malheureusement, il y a beaucoup de pathologies, il y a beaucoup d'éléments de notre vie qui sont liés au fait de ne pas prendre soin de soi-même, de ne pas prendre assez le contrôle sur sa vie. Et donc j'ai envie sur cette chaîne de vous partager un petit peu mes apprentissages, mes réflexions, essayer de vous donner surtout un retour par rapport à mon développement à travers ces différents sujets. Et donc aujourd'hui, on va parler d'un sujet que je trouve assez intéressant. C'est l'auto-sabotage en fait. C'est pourquoi finalement, donc, imaginez que voilà, vous êtes médecin, vous passez vos journées à sauver des vies, à conseiller vos patients sur les dangers du tabac et sur l'importance de prendre soin de sa santé. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce que vous faites? Vous allez allumer une cigarette. Peut-être que vous êtes nutritionniste et après avoir prêché les bienfaits d'une alimentation équilibrée, vous faites un programme alimentaire à un patient, vous vous retrouvez seul chez vous face à un paquet de chips incapable de résister. Donc vous allez donner des conseils et finalement vous n'allez même pas les appliquer vous-même. Pourquoi faisons-nous cela? Pourquoi sommes-nous si nombreux à nous engager dans des comportements que nous savons aussi être destructeurs? Fumer, manger des aliments que nous savons nocifs, éviter l'exercice alors que nous connaissons tous les dangers associés. Est-ce que c'est un simple manque de volonté ou bien y a-t-il quelque chose de bien plus complexe en jeu? Donc c'est un petit peu ça qu'on va essayer de découvrir aujourd'hui. Dans ce podcast, nous allons explorer ce mystère profond de l'esprit humain. Nous allons découvrir pourquoi, malgré toute notre intelligence et nos connaissances, nous tombons encore dans les pièges de l'autosabotage, dans des plaisirs immédiats. Sommes-nous piégés par nos instincts? Prenons-nous plaisir à ces plaisirs coupables et surtout, pouvons-nous reprendre le contrôle sur tout ça? Donc voilà, on va essayer de comprendre tout ça, les mécanismes du cerveau qui nous poussent à agir contre notre propre bien-être et comprendre l'autosabotage, c'est comprendre une partie essentielle de qui nous sommes. Donc voilà, c'est un sujet qui pour moi me tient vraiment à cœur parce que je me rends compte en fait que autour de moi et notamment comme je le dis à l'hôpital, je vois beaucoup de médecins. Alors attendez, dis Siri, allume le bureau. Voilà, un peu plus de lumière. Hop, on va se lancer maison, on va se lancer au mode studio, on sera un peu plus tranquille. Voilà. Parfait. Donc voilà, je me rends compte que malheureusement à l'hôpital, il y a beaucoup de médecins qui sont, moi des fois même on va scanner des patients qui sont des anciens médecins et on voit qui sont en net surpoids, qui sont fumeurs, qui ont des pathologies cardiovasculaires, etc., etc. Donc déjà de 1, les médecins ne sont pas ceux qui prennent le plus soin d'eux. Et en fait, de manière générale, on sait que les gens connaissent les méfaits de la cigarette, les méfaits de l'alcool, les méfaits de ceci et cela. Mais pourquoi en fait on continue en permanence à agir entre guillemets contre notre propre intérêt? Parce que avec un petit peu de recul, moi durant mes 2e et 3e années de médecine, j'ai eu vraiment pas mal de réflexions par rapport à ça. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand on prenait soin de soi, quand on honorait son propre corps et on honorait ses propres engagements, on allait beaucoup mieux et on était dans une espèce de fierté qui nous permettait de faire plein de choses. Et en fait, des fois, on ne sait pas trop sur quoi agir et agir sur sa santé, c'est des choses qui sont concrètes, c'est des résultats qui vont être assez rapides, qui vont être extrêmement bénéfiques sur tous les aspects de notre vie et on va pouvoir se concentrer sur des choses palpable en fait. Et voilà. Donc j'ai envie un petit peu de parler de ça aujourd'hui et on va donc découper la vidéo en 3 grandes parties. Partie 1, les mécanismes un petit peu psychologiques de l'autosabotage. Partie 2, les mécanismes un petit peu neurobiologiques, donc qu'est-ce qui se cache derrière tout ça. Et ensuite, partie 3, stratégie pour surmonter l'autosabotage et réussir à reprendre le contrôle. Pour moi, c'est une vidéo qui est un petit peu globale parce qu'elle va permettre d'avoir une idée plus claire et ce que j'ai envie de partager aussi ici, c'est que chacun puisse avoir son propre raisonnement. Parce que si demain je vous donne moi les astuces que j'utilise pour mieux manger, pour arrêter de boire, arrêter les sucres, etc. Ce sont des décisions et des conseils à appliquer directement, mais un petit peu comme un pêcheur
qui va donner du poisson tous les jours à quelqu'un, s'il donne du poisson tous les jours, la personne va réussir à manger aujourd'hui, mais si le pêcheur ne revient plus, la personne ne pourra plus manger. Alors que si je vous donne une canne à pêche et qu'on apprend à pêcher, une fois que je ne suis plus là, vous êtes capable de raisonner par vous-même et donc c'est quand même plus intéressant. Donc voilà, il y a des vidéos, il y a des sujets comme ça qui sont plus profonds, peut-être qu'ils vont toucher et parler à moins de personnes, mais si vous allez au bout de la vidéo, moi je ne prétends pas avoir la science infuse, mais j'essaie simplement de vous partager ici les différentes réflexions par rapport à ça pour qu'on puisse ensemble évoluer vers un monde meilleur dans lequel finalement on est en meilleure santé, on prend plus soin de soi et on a conscience de ça. C'est surtout ça en fait, c'est que moi j'ai l'impression malheureusement que les gens, que ce soit à l'hôpital, voilà, parce que j'ai quand même, je passe des années, je passe beaucoup de temps à l'hôpital, je passe 12 heures par jour, tous les jours à l'hôpital, en voyant beaucoup de patients, au scanner, à l'IRM, on voit beaucoup de patients passer. Et moi, je m'intéresse beaucoup au dossier du patient, essayer de voir un petit peu le mode de vie, l'alimentation, voilà, vraiment le mode de vie du patient. Et je me rends compte que, voilà, souvent c'est assez catastrophique. Il y a très peu d'hygiène dentaire, il y a très peu de, voilà. Et en plus, parfois, c'est même pas spécialement, comment dire, pas mise en avant, mais ce n'est pas vraiment exploré par les médecins qui vont le traiter. C'est-à-dire qu'il y a un patient qui va venir pour telle pathologie et on va simplement essayer de pallier la pathologie qu'il a aujourd'hui et ne pas prendre le patient dans sa globalité et essayer entre guillemets de changer ça et de remettre sur le droit chemin. Parce que en fait, si là on va traiter la pathologie X, et ben, dans quelques mois il va revenir pour une autre pathologie qui est liée simplement à son mode de vie. Et voilà, moi j'ai toujours été aligné avec ça, ça m'a toujours parlé et j'ai partagé récemment sur la chaîne un neurochirurgien américain qui gagnait très très bien sa vie et qui a décidé d'arrêter en fait, d'arrêter son métier ou du moins mettre une grosse pause parce qu'il se sentait un petit peu, il avait du mal à comprendre, à avoir du sens dans son métier parce qu'il allait soigner les gens, il allait enlever des hernies discales, mais en fait si on a un mode de vie dans lequel on est allongé chez soi, on ne fait pas d'activité physique, on mange n'importe quoi, on fume, on boit, eh ben, on va beaucoup moins cicatriser, on va surtout réactiver les circuits de la douleur et en fait on va retourner dans le même état 2-3 mois plus tard alors que la personne a payé des dizaines, des centaines de milliers d'euros. Donc voilà, donc moi ça m'a, en fait cette vidéo sur ce neurochirurgien m'a surtout fait comprendre que j'étais pas le seul à penser comme ça et en fait je vais pas dire que c'est un peu tabou mais des fois les gens n'osent pas vraiment parler de ça et moi voilà j'ai envie de pouvoir parler de ça de manière la plus honnête possible, la plus authentique tout en essayant de trouver en fait une solution. Parce que c'est ça en fait, si on est fataliste et qu'on se dit bon bah, de toute façon les gens s'en foutent, ils préfèrent le plaisir instantané à la récompense différée et du coup prendre soin de sa santé, ben, malheureusement on devient cynique. Et donc voilà, moi j'ai pas envie de devenir cynique, j'ai envie de prendre le bon côté des choses, de partager ça. Moi j'ai la chance d'ici d'avoir sur cette communauté beaucoup d'étudiants en médecine. Du coup, si je peux partager ce message même à 2000 étudiants, ben, en fait, si chacun réussit ensuite à partager cette vision-là, ça peut faire un effet boule de neige et donc on peut apporter beaucoup de bien au système de santé et surtout à la façon de voir les choses. Donc voilà un petit peu la philosophie, je vous la partage au fur et à mesure sur cette chaîne. J'essaie de prendre du plaisir dans les vidéos, arrêter de vouloir faire des vidéos trop grand public et de me changer par rapport aux vidéos. Voilà, moi ce qui me plaît c'est de parler de santé, c'est de parler de bien-être, c'est parler de prise de conscience et de responsabilité par rapport à sa santé. C'est ça pour moi le plus important et si j'avais tout l'argent du monde, c'est la vision que j'essaierais de partager au plus grand nombre. Donc ben, je le fais maintenant et même si c'est des vidéos qui feront moins de vues, même si c'est des sujets qui sont moins sexy, et ben finalement je me battrai et je vois qu'il y a des chaînes américaines, Dr Andrew Berman, plein de gens qui font des podcasts, vidéos longues, miniatures qui ne sont pas spécialement en mode MrBeast et en fait l'effet va finalement, peut-être que les gens vont prendre conscience. Et souvent, il y a cet aspect-là, c'est-à-dire que sur le moment, ça paraît un peu absurde. Toute révolution, entre guillemets, tout changement de paradigme dans un premier temps paraît absurde, paraît bizarre, mais ça va finir par s'ancrer. Et donc, j'espère pouvoir utiliser le levier d'Internet pour pouvoir partager cette vision-là, changer un petit peu l'état d'esprit des gens. Et voilà, c'est comme, par exemple, il y a certaines années à l'époque, au moment où dans les années 70, ou bon, peut-être c'est un petit peu avant, mais c'était les 30 glorieuses où on était là, on consommait du pétrole, on faisait des voitures à gogo, etc., etc. Et maintenant, on prend un petit peu plus conscience de ça, on essaie d'être un peu plus écologique, même si c'est plus complexe que ça. Mais voilà, des fois, on a des périodes dans lesquelles on y va sans se poser de questions. Et là, c'est ça, hein, c'est un petit peu nourriture, consommation de réseaux sociaux, Internet, vraiment sans mesure.
sans se rendre compte des conséquences, comme la cigarette à l'époque. Voilà, à l'époque, la cigarette, voilà, j'ai un exemple qui est plus parlant. La cigarette à l'époque, on en donnait même dans le starter pack à l'armée. C'était vraiment, on se posait pas de questions. On filait des cigarettes à tout le monde fumait, c'était cool. Et puis après, on s'est dit, ouh là là, on est en train d'avoir des effets négatifs. Évidemment, là, je vois les jeunes, enfin, je dis les jeunes, je ne suis pas ancien, mais les années 2000, donc ceux qui ont 18-20 ans, entre 16 et 20 ans, ça continue à fumer beaucoup. Mais voilà, ça commence à prendre un petit peu, il y a des statistiques qui montrent que ça va de mieux en mieux. Et donc voilà, peut-être que sur la santé de manière globale, ben, notre vision va changer. Et moi, c'est la vision que j'ai. Je me dis, c'est pas possible qu'avec les connaissances qu'on a sur Internet, on puisse être encore à ce raisonnement-là, dire que le médecin va nous soigner tout, qu'on va être attentiste. Ça marche pas comme ça en fait. C'est que si on ne prend pas considération et qu'on ne prend pas vraiment le contrôle sur sa propre santé, qu'on n'a pas envie d'être en bonne santé, bah, malheureusement, on sera, oui, on arrive comme à être soigné, etc., etc., mais ce ne sera jamais aussi bien que si on le fait soi-même. Une collaboration entre nous-mêmes, qui prenons soin de nous au quotidien et qui après on peut compter bien sûr sur le médecin, sur le personnel de santé pour pouvoir nous accompagner dans certains moments ou bien pour aller plus loin. Mais voilà, on est obligé d'avoir une part personnelle et on ne peut pas déléguer sa santé sachant que c'est la chose la plus importante. Voilà, moi la réalisation c'est que demain vous avez 1 milliard sur votre compte en banque mais vous êtes malade, vous êtes cancer métastatique, vous avez une BPCO avancée, vous avez une cirrhose, vous devez aller faire de la dialyse 3 fois par semaine. Vous êtes prêt, tout le monde est presque prêt à rendre tout son argent. Donc c'est ça, c'est l'élément le plus important, encore plus que l'argent. Et voilà, donc je ne comprends pas en fait comment on peut en être encore là. Et donc c'est un petit peu la philosophie que j'ai envie de vous partager ici. Donc ça fait 11 minutes, on n'a pas encore commencé le sujet concret, mais c'était important de placer les bases, de partager à ceux qui comprennent cette vision-là. Et dans tous les cas, ça va prendre du temps. C'est un format de vidéo qui peut être un petit peu plus long, moins addictif pour les gens, mais c'est comme ça que moi je m'épanouis, que j'ai envie de vous partager tout ça. Donc, rentrons dans le vif du sujet. Donc, clairement, partie 1, mécanisme psychologique de l'auto-sabotage. Donc, premier élément, c'est évidemment, le cerveau, en fait, il va rechercher le plaisir et éviter la douleur. Ça, c'est le mécanisme numéro 1 et on le voit toujours. C'est-à-dire que le cerveau il a tendance à avoir un biais cognitif qui fait qu'il ne va pas réussir à suffisamment se projeter. Et donc, quand il va avoir un plaisir immédiat, il va préférer opter pour ce plaisir plutôt que de... Donc, il va préférer prendre le plaisir immédiat plutôt que qu'on appelle ça, retarder la gratification. Donc ça, c'est la première chose. Et en fait, c'est un principe fondamental de la psychologie qui fait que les humains sont câblés surtout pour éviter aussi la douleur. On a envie d'éviter la douleur. Et donc, eh bien, sur le moment présent, on a du mal à se projeter et on a du mal à aller plus loin que ça. Donc, évidemment, on sait tous faire ça, mais il faut déjà avoir conscience de ce biais-là et essayer, quand on va prendre un plaisir immédiat, de au moins conscientiser et se dire, ok, là, je suis en train de prendre un plaisir immédiat. Est-ce que c'est justifié, oui ou non? Et ensuite, on prend sa décision. Mais déjà, la première étape, moi je pense que c'est de ne plus être dans cette naïveté inconditionnelle, où finalement on prend des plaisirs immédiats en permanence et on ne se soucie pas des conséquences. Donc déjà, une fois qu'on sait qu'il y a ça qui existe, on va essayer de trouver ensuite des armes pour pouvoir finalement contrebalancer ça et réussir à prendre le contrôle. Mais voilà, évidemment, fumer pour obtenir un plaisir immédiat, libération de dopamine, même si cela entraîne une douleur à long terme, problème de santé, c'est la chose classique. Donc, ensuite, une fois qu'on a ce mécanisme, on sait que le cerveau est fait, il est câblé pour chercher le plaisir et éviter la douleur. On se dit, ok, maintenant comment on va faire pour finalement s'en sortir? Donc, deuxième biais cognitif, c'est la dissonance. C'est-à-dire qu'on va avoir une dissonance cognitive entre les actions qu'on va produire et on n'arrive pas à rationaliser les comportements destructeurs. Donc un médecin qui va fumer en fait, on va avoir une dissonance et on va toujours rationaliser en se disant je pourrais arrêter quand je veux, ou il y a beaucoup d'autres médecins qui fument, je ne suis pas tout seul. Donc en fait, on va toujours essayer de se rassurer, on va toujours essayer de minimiser, on va le voir après, mais on minimise les effets négatifs sur nous-mêmes. Donc on a cette dissonance et le cerveau essaie de toujours être rationnel et donc de se trouver, entre guillemets, des bonnes excuses. Et en fait, moi je pense que c'est important de réussir à regarder les choses en face et être honnête avec nous-mêmes. Parce que souvent, on va être difficile avec les autres, avec nos passions,
pour les médecins, mais on peut très bien, voilà, avec les membres de notre famille, on va être dur, etc., etc. Mais quand ça vient à nous-mêmes, eh bien, on a une espèce de perte de rationalité, c'est-à-dire que voilà, on va être rationnel, mais de la mauvaise manière. C'est-à-dire que voilà, on va se dire ah mais de toute façon ça va, ça arrive qu'aux autres, etc., etc. Et jusqu'au jour où ça nous arrive à nous. Donc il faut être honnête et essayer de se comporter avec nous-mêmes comme ce qu'on ferait avec quelqu'un d'autre. Et surtout avec quelqu'un d'autre qu'on aime beaucoup. Et en fait, moi je pense que c'est important justement d'avoir beaucoup d'amour propre. Ça paraît bateau un petit peu comme conseil, mais lorsqu'on a de l'amour propre, lorsqu'on a vraiment envie de prendre soin de soi et de s'accompagner, vraiment d'avoir de la bienveillance envers soi-même, on se dit voilà, là si je le regarde honnêtement, je suis en train de faire n'importe quoi. Donc on va essayer de travailler sur ça. Mais tant qu'on n'a pas cet amour propre et qu'on n'a pas vraiment envie de prendre soin de soi, ça ne va pas fonctionner. Et c'est pour ça que c'est un mécanisme et une réflexion qui est plus globale, parce que lorsque on va à la salle de sport, on prend soin de soi, on prend soin de son alimentation, et qu'on a vraiment cette démarche de se dire ok là j'ai envie d'arrêter de m'auto-saboter, j'ai envie d'arrêter de me m'auto-détruire par plaisir malsain, et qu'on arrête cette dissonance cognitive, ce conflit intérieur où on rationalise avec des faits qui finalement sont peu rationnels. Voilà, je pourrais arrêter quand je veux, ça en fait c'est un mensonge et la plupart des addictions c'est comme ça. Donc la cigarette, l'alcool, même là moi il y a quelques temps, là ça fait disons plusieurs mois que j'ai arrêté entre guillemets les jeux vidéo. Bon, j'étais pas un gros joueur, mais voilà, à l'époque quand j'étais au collège, au lycée, oui j'ai toujours été un gros joueur de jeux vidéo. Et ces derniers temps, quand c'était un petit peu long à l'hôpital, quand j'en avais un petit peu marre, qu'est-ce que je faisais? Je prenais mon téléphone et je me mettais des petits jeux sur mon téléphone. Et je me disais, oh ça va, c'est pas grand chose, je peux arrêter quand je veux. En fait, la vérité, c'est que non, j'arrivais pas à arrêter. C'est-à-dire que quand je rentrais chez moi, que j'avais fait une grosse journée de travail, bah, j'avais vraiment envie de jouer et on était en train de m'auto-persuader que oui, j'étais capable d'arrêter. Sauf que quelqu'un qui est vraiment capable d'arrêter, il arrête, il n'est pas en train de continuer. Donc voilà, vraiment faire attention à cette dissonance cognitive et à ces rationalisations qu'on se donne qui sont en fait des mensonges. Il faut réussir à supprimer les mensonges qu'on se fait à soi-même. Ça va. Bon, bah là, je peux manger n'importe quoi parce que c'est bon, le 1er janvier, je me mets à faire un régime. Sauf qu'on sait au fond de nous que ça fait des années qu'on dit ça et chaque année, on n'y arrive pas. Chaque année, on n'y arrive pas. Et donc, en fait, il faut comprendre que tout ça, il y a un travail intérieur à faire, il y a un travail profond à faire sur soi-même en se disant, ok, maintenant, je sais que chaque année, je me dis ça, je sais qu'à chaque fois, je me dis, j'arrête la cigarette, etc. Et il faut réussir à prendre du recul et à faire ce vrai travail sur soi-même, se dire, ok, maintenant, je suis quelqu'un qui prend soin de moi, qui prend des décisions et qui, lorsqu'il prend des décisions, il s'engage et il les tient. Et c'est ça, avoir confiance en soi-même, c'est-à-dire qu'on peut compter sur soi-même. Et donc on va le voir dans le reste de la vidéo, mais c'est important d'essayer de se donner des petits objectifs qu'on va atteindre chaque jour, des petites missions, qui fait que on arrive à avoir confiance en soi-même. Parce que c'est le plus important, se dire, ok, quand moi je dis que je vais à la salle de sport, j'y vais. Et donc juste le fait de se dire, pour une semaine, je me donne l'engagement d'y aller sur une semaine tous les jours, ou bien un jour sur deux. Lorsque vous tenez ces petits engagements et que vous prouvez à vous-même que vous êtes capable de vous y mettre, ben, en fait, on va rentrer dans une espèce de spirale vertueuse. Et donc, c'est ça. Et moi, en fait, je fais ça pour tous les engagements, que ce soit aller à la salle de sport, que ce soit arrêter telle ou telle addiction. Et en fait, c'est le début, une fois que vous avez mis en place la routine sur les premières fois et que vous prouvez à vous-même que vous êtes capable, ça fonctionne. Après, on va voir sur le long terme comment on arrive à tenir ça. Mais voilà, il faut vraiment prendre le temps de faire ce travail et de se dire, ok, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire et qu'est-ce que là, les automatismes que j'ai tous les jours sont en train de créer sur ma vie. Parce que voilà, malheureusement, quand on fume tous les jours, on se dit, évidemment, on a ce biais cognitif qui dit que de un, on se dit qu'on ne va pas avoir les effets négatifs comme les autres, ça ne va pas nous toucher de la même manière que les autres, donc ça on l'a vu, c'était le premier biais cognitif, mais on a tendance aussi à minimiser les conséquences sur le long terme. En fait, des fois, le cerveau, il a du mal à conceptualiser, entre guillemets, l'exponentiel, c'est-à-dire que de 1, par exemple, je ne sais pas si vous vous dites je fais une chaîne YouTube, ben, vous allez avoir du mal quand vous faites une vidéo, vous allez faire 2 vues ou bien 500 vues, vous allez avoir du mal à vous rendre compte que si vous faites ça sur 5 ans, ben finalement ça va prendre une exponentielle et vous allez pouvoir avoir au fur et à mesure des milliers et des milliers de vues et la machine va se lancer.
Et en fait, pour la cigarette, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'une cigarette, du jour au lendemain, une cigarette ou 2 cigarettes aujourd'hui, ça ne va rien vous faire. Vous n'allez pas avoir spécialement d'effet négatif. Vous allez peut-être un petit peu tousser, etc., etc. Mais sur le long terme, sur 10 ans, sur 20 ans, sur 30 ans, même quelques cigarettes par jour, ça va littéralement démolir vos artères, démolir vos poumons, majorer le risque de cancer, de tous les cancers possibles, ça va les faire exploser. Et donc c'est ça en fait, le problème, c'est qu'on a du mal à s'imaginer sur le long terme ce que ça va donner. Et donc des petites sucreries aujourd'hui, faire un petit peu de sport tous les jours, on n'arrive pas à se dire « Ah oui, ça va avoir des effets vraiment exponentiels ». Et donc c'est pour ça que moi je trouve que c'est important aussi d'avoir cette notion qu'on appelle ça d'exponentiel, mais c'est surtout d'effet cumulé. L'effet cumulé, c'est ça, ça veut dire qu'au fur et à mesure, les choses vont s'accumuler, et ça va prendre une pente, et ça prend du temps. Et donc voilà, il faut réussir à prendre du temps et viser long terme. Moi, c'est ce que j'essaie toujours de faire, viser long terme. Et quand on arrive à avoir cette vision long terme en permanence, mais de trouver un certain plaisir dans l'accomplissement en fait, de petites tâches, de petits objectifs quotidiens. Parce que voilà, si on est toujours en train de viser long terme, mais qu'on ne prend pas de plaisir dans son quotidien, qu'on ne prend pas de plaisir dans la quête de se sentir mieux, finalement oui, ça perd tout son sens, on ne sait plus pourquoi on fait ça et on finit par craquer. Voilà, donc ça peut être arrêter de fumer pour de un être en bonne santé, pour pouvoir inspirer les gens autour de soi, pour être fier de soi, pour devenir une meilleure personne. Et quand on trouve un petit peu ces motivations profondes, quand on se met des petits objectifs quotidiens et qu'on arrive à se projeter sur le long terme, là, on a tous les éléments pour réussir à s'en sortir. Mais sinon, si on ne fait pas ça, effectivement, ça ne peut pas bien se passer. Donc voilà, dissonance cognitive. Et ensuite, troisième élément, et ça c'est un élément très important, bien sûr qu'il y a beaucoup de gens qui le négligent, c'est l'influence sociale, des normes sociales de 1, les normes culturelles et l'influence des personnes autour de soi. Voilà, certains comportements autodestructeurs sont souvent influencés par les normes sociales et la culture, où certaines pratiques comme boire de l'alcool, fumer, sont perçues comme des comportements socialement acceptés, presque valorisés, même si les choses changent. Voilà, moi je me rends compte, en fait c'est ça qui est fou, je l'avais dit dans une autre vidéo, mais quand je regarde les publicités dans la rue, moi je ne regarde pas la télé donc je n'ai pas les publicités, mais dans la rue évidemment quand je vais prendre ma voiture, je vais voir les publicités. Qu'est-ce que je vois? Je vois des publicités de bière. Alors maintenant, je crois qu'il n'y a plus le droit des publicités pour les cigarettes, mais on voit des publicités pour l'alcool. Donc ça paraît normal. Ça paraît normal. Et puis oui, les gens autour de nous, si vous êtes un garçon, la plupart des potes entre 20 et 30 ans regardent de la pornographie. Même si on ne va pas en parler entre nous, on le sait que c'est normal, tout le monde fait ça. Fumer, tout le monde fait ça. Autour de moi, mes potes, il y a tout le monde qui boit. Voilà, moi j'ai des cousins qui me disent, les gens de mon âge, entre 20 et 25 ans, tout le monde prend la cigarette électronique, tout le monde fume. Il y en a tous ils fument du cannabis, c'est normal, même si je fume un petit joint, c'est pas très grave. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on a tendance à rester influencé par les gens autour de nous et on a du mal en fait à prendre ce temps nécessaire, à prendre du recul et se dire ok, si je pense uniquement par rapport à moi-même et que je ne me laisse pas influencer par les autres, est-ce que je trouve ça normal? Est-ce que ça me paraît logique et est-ce que j'ai envie de suivre ces habitudes-là. Et en fait, malheureusement, il y a une grosse influence des gens qui sont autour de nous. Si vous avez beaucoup d'amis avec lesquels vous passez votre temps à sortir, boire, fumer, parfois même il y en a qui vont prendre des drogues en soirée, en fait c'est ça, il y a une normalisation des pratiques et ça peut être difficile de s'en sortir. Donc c'est là où parfois c'est compliqué parce que évidemment, on n'a pas envie de s'isoler de ses potes, on n'a pas envie d'être le seul mec qui ne sort plus ou la seule fille qui sort plus, qui voit plus personne et qui a l'air d'être le seul qui ne boit pas en soirée. Mais en fait, voilà, moi je me rends compte que, évidemment, depuis que j'ai arrêté de boire, je sors un petit peu moins. Mais si demain j'ai envie de sortir, aller voir des amis, je ne suis pas obligé de boire. Je peux très bien prendre un Perrier et le but c'est de passer un bon moment entre amis. Voilà, évidemment, si vous êtes en école de médecine ou bien en études ou bien même au travail et qu'à la pause à 10h tout le monde prend un café et une cigarette, si vous commencez à vous y mettre, vous dites finalement c'est pas très très grave. Et donc c'est là où je trouve que c'est important de prendre ce recul-là et de se rendre compte que la plupart des gens, c'est ma réflexion, après le but c'est pas de dire je suis au-dessus ou peu importe, mais je me rends compte quand même que la plupart des gens ne font pas attention à eux et ont des comportements qui sont un petit peu dissonants. Et donc si on arrive à s'extraire de ça,
à prendre du recul, se dire voilà, moi j'ai envie de prendre la décision d'arrêter, et même si les gens autour de moi sont tous en train de fumer, sont tous en train de boire, il faut réussir à se libérer de cette influence des autres. Parce que parfois, il va y avoir des influences qui sont positives, et bien sûr, quand on est à l'hôpital, quand on fréquente des médecins, des gens qui sont intelligents, enfin, il n'y a pas que, voilà, il n'y a pas que l'intelligence, mais qui ont des, ou même en école de médecine, des gens qui vont se pousser à travailler, à préparer les concours pour être bons. Évidemment que ce côté-là est inspirant, mais tout le monde a des facettes qui sont moins inspirantes, qui sont plus destructrices, et il ne faut pas se laisser influencer par ce côté-là. Et donc quand on arrive à vraiment à faire la part des choses entre qu'est-ce qui est inspirant, qu'est-ce qui devrait m'influencer du bon côté, et qu'est-ce qui ne l'est pas du tout. Voilà, moi j'essaie en fait surtout de prendre entre guillemets le meilleur de chacun. Et voilà, moi à l'hôpital, j'ai des gens qui sont un peu entre guillemets comme moi, qui font beaucoup de sport, qui font attention à leur santé, qui mangent correctement. Et voilà. Et peut-être que ces personnes-là, finalement, ont ces bons côtés en mode, c'est des internes de médecine qui sont intéressés, qui travaillent leurs cours de leur côté, qui sont voilà, studieux, qui boivent pas, qui fument pas, qui font attention à eux. Mais peut-être que, par exemple, ils vont pas avoir très peu de, enfin, peu de relations sociales, qui sont un petit peu isolés, qui sont finalement renfermés. Et donc ce côté-là doit ne doit pas trop m'influencer. Voilà, il faut essayer de prendre le bon côté de chacun et se faire inspirer par les gens. Mais voilà. Mais finalement, en fait, je trouve qu'il y a trop de personnes qui se font influencer, en fait, qui sont une éponge et qui n'arrivent pas parfois à prendre le recul nécessaire pour se dire qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui a vraiment du sens. Demain, j'ai envie d'arrêter de fumer. Voilà, comment je prends du recul par rapport à mes potes, aux gens autour de moi qui fument et réussir à faire ce travail-là sur comprendre les motivations profondes, comprendre les comportements à risque et les situations qui me donnent envie, et ensuite d'essayer de réduire ça et de faire ce travail personnel. Mais on a tendance voilà, à ne pas réussir à faire ce travail personnel et toujours de rester dans le, comment dire, dans le flow avec les autres. Moi, j'ai l'impression que les gens ne passent pas assez de temps avec eux-mêmes. Moi, je passe beaucoup de temps sur mon journal à écrire des choses, à avoir mes propres réflexions, à marcher tout seul. Et voilà, et il ne faut pas être un ermite et passer son temps tout seul. Mais je pense qu'il y a des moments où c'est important de faire ce travail-là parce que personne ne le fera à notre place et personne n'est mieux placé que nous pour nous influencer positivement et pour savoir quelles sont les bonnes décisions. Parce que personne n'est à notre place, personne, voilà, même nos parents, mais finalement, peut-être qu'il y a des choses qui vont nous pousser à faire des études, c'est très bien, etc., etc. Ils vont nous pousser dans un certain sens, mais il y a certaines choses où ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'on ressent au fond de nous, et donc il faut savoir prendre ce temps tout seul, personnellement, pour finalement se libérer et savoir vraiment vers où on a envie de se lancer. Voilà, donc ça c'était la première partie sur un petit peu les mécanismes psychologiques, donc recherche du plaisir, évitement de la douleur, c'est un mécanisme humain normal, mais il faut essayer de passer outre ça, et de un, savoir que ça existe, et de deux, ensuite, trouver les clés. Deuxième chose, la dissonance avec le conflit intérieur et le fait que finalement on rationalise des comportements destructeurs. Je pourrais arrêter quand je veux, finalement ça va, là j'ai 30 ans, c'est pas ça qui va me tuer, et puis après j'arrêterai quand j'aurai fini tel ou tel événement, j'arrêterai quand j'aurai fini ça ou ça, quand j'aurai passé ma thèse, quand j'aurai un enfant. Et en fait on se rend compte que 90% des gens ils vont se dire allez j'arrête de fumer quand j'ai un enfant, j'arrête de fumer quand j'ai ceci. En fait finalement la plupart du temps ils ne le font pas. Ah je me mets, au sport, ou je me mets à la diète à la rentrée, à la nouvelle année. Mais en fait, on sait que c'est toujours, la plupart des gens vont à Basic Fit, vont à Fitness Park 2 semaines, un mois, et puis après c'est terminé. Donc voilà, réussir à prendre ce recul-là, se dire qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place et mettre des petites actions quotidiennes pour pouvoir finalement honorer ses engagements et avoir confiance en soi-même. Voilà, donc ensuite, deuxième étape, un petit peu les mécanismes plus neurobiologiques autour de l'auto-sabotage. Donc de 1, le circuit de la récompense de la dopamine, donc libération de dopamine. On sait que le cerveau il est conçu pour rechercher, donc on a dit les récompenses immédiates, ce qui rend difficile de résister aux comportements autodestructeurs qui apportent un plaisir instantané. En fait, on le voit que tout ce qu'on dit qui est autodestructeur, finalement c'est quoi? C'est que des sources de dopamine, des sources de plaisir instantané. Et en fait, consommation de sucre, consommation de drogue, consommation d'alcool, consommation de tabac, consommation de pornographie, consommation de réseaux sociaux, tout ça en fait, c'est des comportements autodestructeurs qui sont tous liés à la dopamine. Et moi en fait, je me rends compte que tout ça, évidemment, ce sont des addictions différentes. Il y en a qui sont plus ou moins acceptées socialement, et celles qui sont le plus acceptées socialement, c'est presque les plus difficiles à supprimer. Franchement, moi je me rends compte que réussir à arrêter la drogue, non, réussir à arrêter l'alcool, réussir à arrêter le sucre, ce sont des choses qui sont
c'est tellement banalisé. Moi, je vois à l'hôpital des fois, oui, le matin, on va se faire un petit déjeuner avec Kinder, qu'on appelle ça, croissant, pain au chocolat, etc., etc. Et ça paraît tellement normal que c'est difficile de dire non en fait. Comment dire, on diabolise pas autant que la cocaïne par exemple, c'est normal. Mais euh, tous ces éléments-là, toutes ces petites ou grosses addictions sont liés de près ou de loin à la dopamine. Et en fait, quand on arrive à réduire, entre guillemets, j'ai envie de dire, sa charge globale de dopamine, toutes les activités qui procurent un haut niveau de dopamine, on arrive à avoir une maîtrise beaucoup plus sereine par rapport à nous-mêmes en fait. Parce que c'est prouvé que si on est addict à la cigarette, on a plus de chances d'être addict au tabac. Et puis si on est addict au tabac, on a plus de chances d'être addict aux réseaux sociaux, etc., etc. Alors voilà. Et donc, en fait, si on arrive à prendre le contrôle sur tout ça, réduire au fur et à mesure toutes les sources de dopamine, le but en fait, c'est pas de dire qu'on n'a plus aucun comportement qui donne du plaisir, mais déjà, ça peut être de temps en temps. Moi, j'ai pas complètement arrêté le sucre, mais j'essaie de réduire le sucre au quotidien. Et de temps en temps, quand c'est les anniversaires, quand c'est des moments importants, je peux en prendre. Mais voilà. Et en fait, ça va nous donner un niveau de dopamine qui est beaucoup plus lisse sur la journée. On n'a pas des pics et des chutes en permanence. C'est comme le sucre en fait. On arrête de prendre des pics et des pics de sucre et des chutes, des pics, des chutes. En fait, c'est parce qu'on est beaucoup plus instable comme ça. Et donc, on arrive à prendre des décisions qui sont beaucoup plus rationnelles. Parce qu'en fait, au fond de tout, c'est quoi? C'est qu'on n'arrive pas à être rationnel. C'est ça, être autodestructeur. C'est qu'on n'arrive pas à avoir une rationalité qui va parler. Être rationnel, c'est de se dire, ok, je sais que la cigarette, c'est pas bien. J'arrête de fumer. Demain, point barre. Et en fait, on perd toute notre rationalité parce que on laisse des comportements, j'ai envie de dire presque primaires, des instincts primaires qui sont qu'on appelle ça, le fait d'avoir des pulsions. On laisse nos pulsions parler. Et quand je dis qu'on n'est pas rationnel, c'est-à-dire que, comme je disais plus haut, et on va le voir juste après, les biais d'optimisme et les dénis de la réalité, c'est-à-dire que moi je suis fort, je suis plus fort que les autres, je ne vais pas tomber malade, moi, le cancer, ça me parle, enfin, ça me concerne pas, etc., etc. Le diabète, c'est pour les autres. Et puis là, je suis jeune, voilà. Mais en fait, voilà, on a des biais cognitifs qui font que on va perdre notre rationalité. Et évidemment, en fait, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins rationnelles de manière génétique. Moi, j'ai quand même l'impression, de par l'attrait que j'ai, je suis plus rationnel et c'est ça qui me permet en fait de réussir à prendre des décisions comme arrêter de boire, arrêter de fumer, arrêter de manger n'importe quoi. C'est des réflexions qui sont rationnelles et puis après j'arrive à prendre des décisions qui le sont tout autant. Mais disons que tout le monde n'a pas cette rationalité. Je donne un exemple tout bête, mais j'ai l'impression que dans les études scientifiques, par exemple, quelqu'un qui est plus scientifique de nature va avoir des raisonnements qui sont plus rationnels que quelqu'un qui est plus artistique, qui est plus dans la philosophie, etc., etc., sans faire de généralité. Mais voilà, c'est l'impression que j'ai. Mais dans tous les cas, en fait, on n'est pas fermé, on n'est pas bloqué, et on peut toujours faire ces réflexions-là personnellement, et ensuite prendre du recul et réussir à prendre les bonnes décisions. Parce que en fait, c'est malheureux si on se dit, génétiquement, je suis fait pour ne pas être rationnel, du coup, la moindre addiction, je vais y succomber et ne pas réussir à m'en sortir. Sinon, en fait, on ne s'en sort pas. Donc le but, c'est quand même d'avoir un message d'espoir, et de se dire, voilà, on va comprendre les mécanismes qu'il y a derrière tout ça, comprendre qu'effectivement la dopamine c'est un circuit d'hormones, enfin de neurotransmetteurs très ancien, très puissant, et en fait on a réussi le monde moderne entre guillemets, l'a rendu pervers presque en l'utilisant à outrance. Donc si on arrive à prendre du recul, et là en ce moment je suis en train de lire un livre qui s'appelle S'anomaliser, c'est un livre un petit peu sur ça, sur réussir à prendre du recul sur le monde et ne pas se laisser, en fait, comme les sirènes dans Ulysse, ne pas se faire bercer en permanence par le chant des sirènes, à y succomber en fait. Et parce que c'est ça en fait, c'est le chant des sirènes, c'est le chant de la dopamine en gros, voilà, c'est ça, c'est le chant de la dopamine en permanence qui nous attire. Et en fait pour moi tout est lié, c'est-à-dire que quelqu'un qui n'arrive pas à résister à tout ça, finalement il est piégé dans tout ça, et il se fait on se fait manipuler en fait par tout ça, parce que finalement les cigarettes c'est quoi? C'est après des entreprises qui vont faire énormément d'argent, c'est des entreprises qui font beaucoup d'argent, l'alcool aussi, etc., etc. Et malheureusement après c'est nous qui payons les pots cassés, parce que finalement après on est en mauvaise santé, on est malheureux, on est déprimé, etc., etc.
Donc voilà. Donc moi, j'ai envie de vous donner ce message d'espoir et surtout ce message de compréhension, comment ça fonctionne. Et en fait, paradoxalement, le monde, sans tous ces plaisirs, tant qu'on n'y est pas, on a l'impression qu'il est moins pétillant, il y a moins de plaisir, il est plus fade. Mais en fait, il est beaucoup plus nuancé en fait. C'est comme un beau tableau, une belle pièce d'art. C'est beaucoup plus nuancé en fait et il y a une complexité qui fait qu'après on peut travailler sur plein de choses. On peut travailler sur des projets, on peut travailler sur des concepts de développement de philosophique sur nous-mêmes qui sont tellement plus pointus et en fait ça amène tellement plus de plaisir sur le long terme, un plaisir qui est beaucoup plus subtil et beaucoup plus appréciable en fait que ce plaisir grossier, instantané en fait, et c'est surtout ça. Donc ensuite, est-ce qu'on arrive à prendre ce recul nécessaire? Est-ce qu'on arrive à réduire sa dose de dopamine et est-ce qu'on arrive surtout à réduire ses biais cognitifs, le biais d'optimisme, donc qui a tendance à croire que les événements négatifs ne nous affectent pas autant que les autres, et le déni de la réalité qui peut conduire donc à minimiser les risques associés au comportement destructeur et voilà, et ne pas être honnête avec nous-mêmes et ne pas être rationnel avec nous-mêmes alors que nous le sommes avec les autres. Voilà. Et en fait, c'est ces biais-là. Et quand on comprend ces biais cognitifs, on comprend que le cerveau en fait se piège lui-même parce qu'en fait, le cerveau a besoin d'être cohérent. Si on n'est pas cohérent avec nous-mêmes, qu'il y a une dissonance, comme on l'a vu dans la première partie, le cerveau ne se sent pas bien. Et donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens aussi que en fait, on est en dissonance, c'est-à-dire qu'on sait que c'est pas bon de fumer, on aimerait arrêter, mais on n'y arrive pas, on se fait piéger. Et parce qu'en fait, on a ces biais cognitifs qui vont se dire ça va pas m'affecter, on a le déni de la réalité. Et donc on est dans cette dualité qui fait que après on ne se sent pas fier de nous au quotidien, même si parfois on l'exprime pas vraiment. Ça finit tôt ou tard par s'exprimer d'une manière ou d'une autre. Et donc voilà. Et moi, c'est ma quête vraiment personnelle, c'est d'essayer d'être aligné avec tout ce que je fais, de ne pas être en dissonance sur mes convictions profondes qui sont de prendre soin de soi, d'inspirer les gens et d'essayer d'être une meilleure personne. Quand j'arrête d'être en dissonance avec tout ça et que je prends le recul, on se sent en fait tellement mieux. Et oui, c'est un travail au quotidien en fait. Mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça demande de vraiment prendre contrôle de soi-même et c'est un travail qui nécessite du temps, qui nécessite de l'investissement et qui n'est pas facile. Mais j'invite tout le monde à faire ce travail-là en fait, parce que si on ne fait pas ce travail-là, finalement on se laisse bercer et j'ai l'impression qu'on n'est pas vraiment nous-mêmes. Voilà, on se laisse éponger par ce qui nous traverse et voilà, donc c'est un petit peu le but de ce que j'essaie d'entreprendre sur moi-même et de vous partager ça ici, c'est de prendre le contrôle de sa vie. Il y a beaucoup de podcasts ou de sujets que je suis en ce moment qui parlent de ça, notamment. Et voilà, et ça demande du travail personnel, ça demande du courage, de l'honnêteté, de prendre le contrôle sur soi-même et de ne pas se laisser finalement bercé en fait, happé par le chant des sirènes. Voilà. Donc ça c'était les biais d'optimisme et le déni de la réalité. Et donc le troisième point dans cette deuxième partie, c'est la lutte contre les circuits d'habituation et de dépendance. Voilà. En fait, il y a ça aussi, c'est-à-dire que on a vu que de 1, il y a un mécanisme de récompense avec la dopamine, et donc si on ne comprend pas ça, et qu'on ne comprend pas que en fait, c'est biologique, c'est des signaux chimiques dans le cerveau, et qu'on ne réduit pas sa dose globale de dopamine, on va continuer à tomber dans le piège. Deuxième chose, biais d'optimisme et déni de la réalité qui fait qu'on s'auto-sabote. Et troisième chose, la lutte contre l'habitude et la dépendance. C'est-à-dire que c'est prouvé que voilà, quelqu'un qui va fumer, il va avoir l'habitude, par exemple, je ne sais pas, quand il est au téléphone, quand il prend une pause café dehors sur la terrasse, quand il va à la machine à café, etc., etc., il va habituer son cerveau à prendre une cigarette à ce moment-là. Quand il va sortir au bar, il va habituer, il va associer l'alcool avec un bon moment avec ses amis. Donc il faut réussir à déconstruire ça, déconstruire ses habitudes pour pouvoir finalement reconstruire des modèles qui sont beaucoup plus sains. Parce que voilà, si vous habituez votre cerveau simplement, moi par exemple quand je prends ma pause, alors j'ai la chance d'habiter dans le sud de la France, mais quand je prends une pause à 10h, à midi, j'associe le fait de me mettre dehors et de prendre un petit peu le soleil, de respirer l'air frais et de poser mon cerveau et de prendre plaisir dans ça. De me poser 5 minutes sans téléphone, sans distraction, de respirer, de prendre du temps et de souffler, ça fait du bien. Voilà, et vous pouvez associer le fait d'avoir, je sais pas, un petit peu de temps libre le soir. Voilà, il y en a qui vont habituer leur soirée à faire quoi? À se boire 3 verres de vin, plus regarder une série. Et vous pouvez associer votre soirée de 20h. Moi maintenant, c'est associé dans ma vie. De 20h à 22h, c'est associé à la salle de sport. C'est associé à aller à la salle.
Et voilà. Et après, on associe en fait certains moments, certaines habitudes à des bonnes habitudes. Et donc, travailler par association, c'est bien. Donc, avant de vouloir travailler par association, il va falloir désassocier, supprimer les mauvaises associations, les mauvaises habitudes. Voilà, donc il y a des livres qui existent sur ça, sur les bonnes habitudes et les mauvaises habitudes. Le livre de James Clear sur Atomic Habits, c'est très connu. Pour moi, c'est quand même un livre assez fondateur. Enfin, c'est-à-dire que ça fait partie des fondamentaux de quelqu'un qui a envie de prendre vraiment soin de soi et qui a envie de prendre le contrôle sur sa vie, parce que comprendre en fait les mécanismes des habitudes, c'est hyper important. Et donc voilà, donc il faut essayer d'associer certaines habitudes à des bons comportements. Et quand on fait ça au quotidien, qu'on déconstruit et par exemple, voilà, comme je vous dis, si votre soirée, par exemple, vous vous dites, ok, je vais à la salle tous les lundis, mercredis, vendredis. Si dans votre tête, vous avez associé le lundi, mercredi, vendredi à salle de sport, ou bien aller courir, ou bien aller faire du vélo, déjà dans votre tête, ça va être plus simple parce que vous associez ces moments-là. Pour vous, ça vous paraît normal et donc vous allez aller beaucoup plus facilement à la salle de sport. Voilà. C'est sûr que si vous associez tous les jeudis soirs à se mettre un gros carton et aller en boîte et faire une soirée étudiante, bah, quand c'est le jeudi, vous allez vous dire « Ah, bah, ça va, c'est normal, c'est le jeudi, je vais sortir ». Alors que si vous avez associé pour vous le jeudi à, je ne sais pas, soirée lecture ou j'en sais rien, ou soirée sport, et ben, en fait, ça va être beaucoup plus simple. Donc, essayez de vous dire la pause, à quel moment je vais boire, à quel moment je vais fumer, à quel moment je vais manger des mauvaises choses. Par exemple, quand vous rentrez du boulot à 17h, ça se trouve, vous associez ce moment-là à un moment un petit peu pénible où vous rentrez, vous avez une journée de travail difficile et donc vous associez ce moment à grignoter, par exemple, des sucreries. Mais peut-être que vous pouvez associer ce moment-là à quand je rentre du boulot. Pour moi, ça paraît logique d'aller faire, je ne sais pas, une demi-heure de vélo d'appartement. Donc hop, vous faites votre demi-heure de vélo. Ou bien, quand vous avez fini le boulot, c'est votre moment où vous allez promener le chien. Ou quand vous allez plutôt, je ne sais pas, aller vous balader en nature ou au parc. Et pareil, après, si vous associez dans votre tête le fait d'aller au parc, par exemple, ou bien de promener le chien et que c'est le moment où vous allez fumer, ben, associez-le à autre chose. Par exemple, appelez quelqu'un au téléphone, appelez des amis, appelez de la famille, vous écoutez un podcast. Voilà, essayez de plutôt associer, enfin je dis essayer, c'est comme ça que j'essaie de fonctionner, d'associer plutôt des bonnes habitudes aux habitudes que vous avez déjà en fait. Et voilà, donc vous avez l'habitude de rentrer du travail et de fumer dans la voiture, ok, essayez de plutôt associer cette habitude à appeler des gens, mettre un podcast, etc. etc. Voilà. Donc ça, c'est la lutte contre les circuits d'habitude et de dépendance. Et donc, troisième partie, on va justement essayer de trouver des stratégies pour surmonter l'autosabotage et reprendre le contrôle. Donc, juste pour résumer la deuxième partie, on avait dit circuit de la dopamine. C'est un mécanisme physiologique qui fait que le cerveau a besoin de plus en plus de dopamine. Partie 2, numéro 2, biais d'optimisme et déni de la réalité. Et partie 3, lutte contre les circuits d'habitude. Ensuite, donc on a dit partie 3, stratégie pour surmonter l'autosabotage. Donc prendre comprendre et un petit peu reprogrammer son cerveau. Donc il y a des techniques un petit peu basées sur la pleine conscience, thérapie cognitivo-comportementale, TCC, gestion des impulsions, etc. Concrètement, ça je vais vous dire, je l'avais mis dans mon plan un petit peu, c'est ChatGPT qui m'a aidé. Moi, c'est des choses que je fais pas vraiment. Ça peut être des techniques plutôt psychologie, psychiatrie, etc. Qui sont faites par des professionnels ou bien soi-même, vous pouvez chercher sur internet. Moi, je n'ai pas spécialement pratiqué ça. Moi, ce que je fais en fait souvent, j'essaie plutôt, première étape, quand j'essaie de changer les habitudes, c'est de prendre ce temps de réflexion, de comprendre pourquoi je veux faire ça et de prendre un petit peu de recul et de se dire, ok, quelles sont mes motivations, pourquoi c'est important et comment je vais réussir à faire pour déconstruire ça. C'est toujours du processus qui ne se fait pas du jour au lendemain, ça prend un petit peu de temps et c'est pour ça que je vous parle de l'effet cumulé parce que réussir à arrêter, en gros, à chaque fois, chaque déconstruction d'habitude peut me prendre par exemple 1 an de réussir à supprimer le sucre, supprimer l'alcool, supprimer la pornographie, supprimer le tabac. Bon, j'ai jamais vraiment fumé, mais voilà, me mettre au sport, etc. Supprimer ou mettre en place une bonne habitude, ça prend du temps et on ne peut pas tout faire d'un seul coup. Et donc c'est pour ça que si on prend cette motivation, enfin non, pas cette motivation, cette trajectoire de dire ok, je prends le contrôle sur ma vie, ça prend du temps, il faut accepter que ça prenne du temps et il ne faut pas penser que ça va se faire du jour au lendemain sans rechute, sans moment de doute. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est important de s'y prendre entre guillemets tôt. Donc voilà, donc pour moi la première chose c'est de prendre le temps nécessaire, de prendre du recul, d'aller marcher, d'écrire dans un journal et d'avoir premièrement l'impulsion et l'envie de supprimer une mauvaise habitude.
et de comprendre pourquoi. Vous pouvez très bien utiliser l'IA en lui posant des questions, en lui disant voilà, en lui parlant honnêtement, voilà, j'ai telle ou telle habitude, voilà à quel moment je succombe, pourquoi, etc. etc. Aide-moi à trouver des clés, des éléments pour comprendre ça. Vous pouvez faire ça avec l'IA parce que c'est le plus simple et c'est gratuit. Vous pouvez très bien aller voir un psychologue pour comprendre tout ça. Et moi, je suis vraiment partisan de se dire, aller voir un psychologue, discuter tout ça, que ce soit avec des amis ou avec un psy, c'est pas quelque chose parce qu'on est malade, c'est juste qu'on a envie de prendre soin de soi. Et prendre soin de soi, ça veut dire faire les choses nécessaires. Et si ça peut être en discuter avec un psychologue, ben, ça peut être important. Voilà, je peux encourager un maximum et ne pas du tout penser que c'est une mauvaise chose, c'est quand on est, parce que je sais que des fois il peut y avoir ce côté tabou un petit peu d'aller voir le psychologue. Alors là je dis pas, je suis pas en train de dire à tout le monde allez voir un psychologue, mais j'en parle juste parce que je sais que parfois dans le milieu de la santé, on associe ça à quelque chose de vraiment pathologique et que tu vas voir un psy, etc. Voilà. Donc je vous en parle juste comme ça parce que je trouvais que c'était important. Mais moi, j'agis plus comme un psychologue par rapport à moi-même et le fait d'écrire dans un journal, de marcher, de faire des balades dans la nature et de réfléchir à mes pensées, en fait c'est une forme de psychologie mais d'autothérapie en fait. Et personnellement moi j'arrive très bien à faire ça entre guillemets, hein, je dis très bien parce que j'ai l'impression de plutôt bien m'en sortir dans ce domaine-là, mais si vous n'arrivez pas personnellement, vous pouvez très bien vous faire accompagner par un professionnel ou bien par quelqu'un de bienveillant avec vous, la famille, etc. etc. Voilà. Mais première étape, vraiment prendre le temps de comprendre, de prendre du recul et de surtout, cette réflexion-là va venir toute seule parce que bien sûr, il y a des gens qui vont vous pousser. Cette vidéo-là peut vous avoir donné envie d'arrêter de fumer, de boire, de prendre soin de vous. Mais la décision et le fait de vraiment s'y plonger, elle ne viendra que de vous-même. Et s'il n'y a pas ce travail de réflexion personnelle sur comprendre pourquoi c'est important, comment vous allez vous y prendre, si vous ne faites pas ça, il n'y a personne qui le fera à votre place. Donc vous devez prendre ce temps-là et en fait ce temps-là est nécessaire entre guillemets tout seul. C'est-à-dire qu'il faut avoir une période, il y a des gens qui ont plus de mal que d'autres à être entre guillemets tout seul, c'est-à-dire sans être tout le temps en train de sortir, de voir des amis, d'être sur les réseaux. Parce que voilà, moi je me rends compte qu'il y a des gens qui vont être au travail de 8h à 18h. Donc quand on est au travail, on a l'esprit qui est au boulot et on n'est pas spécialement en train de penser à notre propre santé, à notre propre être. Et après, on va rentrer du boulot, on va se mettre directement, je sais pas, sur la télé, sur l'ordi, sur TikTok, sur les jeux vidéo. Et donc, on n'a pas de moment personnel où on a le temps de réfléchir. Et moi, je peux vous encourager un maximum à prendre ce temps-là, de prendre du recul, d'aller balader. Et même quand vous baladez, tu vois, il ne faut pas mettre de podcast tout le temps en permanence parce que sinon, on n'a pas le temps de réfléchir par rapport à ça. Donc moi, ça me fait vraiment du bien. Alors, c'est mon avis personnel et peut-être que ça ne correspondra pas à tout le monde, mais je pense que c'est quand même important de prendre un temps avec soi-même pour être vraiment honnête et savoir ce qu'on veut. Donc ça, c'est la première étape. Après, la deuxième étape, ça va être d'établir justement de nouvelles habitudes et de se fixer des objectifs concrets. Donc je répète, parce que j'ai tendance à parler un petit peu vite, établir de nouvelles habitudes et se fixer des objectifs concrets. Donc objectifs concrets, c'est important, tout simplement parce qu'on l'a dit, il faut essayer d'avoir des petits accomplissements quotidiens qui vont nous rendre fiers de ce qu'on fait et qui vont nous permettre d'être dans une spirale positive. Quand on fait ça, on se dit ok, bon ben là je me dis j'arrête de fumer, ok. Je me mets à, si chaque jour on va cocher les petits jours où on dit ok tac aujourd'hui objectif accompli, aujourd'hui objectif accompli, on va être fier de soi. Et après, on va se mettre en place des bonnes habitudes. Par exemple, on va remplacer le fait de fumer une cigarette par une promenade de 5 minutes. Et quand on réussit nos habitudes, on va essayer d'honorer ça en fait. D'honorer et de s'en rendre compte parce que ça va nous prouver qu'on est capable. Parce que c'est souvent ça en fait. On se dit, ouais, de toute façon, je ne suis pas capable d'arrêter, je ne suis pas capable de ci. Donc il faut réussir à se prouver à soi-même, à être dans cette petite... comment on dit, dans le fait que on arrive à faire des petits changements en fait et être fier de ces petits changements là. Et en fait, toute grande réussite passe par des petites étapes. Et en fait, il ne faut pas vouloir se dire j'arrête du jour au lendemain ou ceci. Alors oui, j'ai envie de vous dire il faut arrêter du jour au lendemain, mais ça vient par un processus qui est progressif et qui fait que au fur et à mesure on prend confiance en nous. Et en fait il y a des gens qui vont être très bien, moi en fait ça des fois qui me tue, c'est qu'il y a des gens qui sont très bien, qui sont des grands médecins, qui sont des professeurs, etc. etc. Et il y a certains domaines de leur vie où en fait j'ai presque envie de dire ils n'ont pas confiance en eux parce qu'ils n'ont pas confiance en leur capacité à arrêter de fumer, ils n'ont pas confiance en leur capacité à bien manger correctement. Et donc voilà, le but c'est d'essayer de progresser et d'avoir confiance en soi dans le plus de domaines possible. Et oui, moi je vois quand même les choses de manière globale et en se disant que
la plupart du temps, quelqu'un qui est dans une bonne, qui est sportif, qui prend soin de soi, qui mange bien, etc., qui a un bon métier, entre guillemets, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais métier, mais qui est dans une bonne démarche professionnelle, disons-nous, il a plus de chances d'avoir moins d'addictions, mais il y en a qui ont des addictions, disons, coupables, etc. Et donc, on peut travailler sur n'importe quel domaine. Et donc, voilà, il faut être honnête avec soi-même, se dire, je suis capable de progresser dans ce domaine-là. Et voilà. Et donc, la troisième étape, c'est de rechercher du soutien et de créer un environnement positif. Donc, l'importance du soutien social, c'est important. De pourquoi pas partager son envie de mettre en place une bonne habitude ou de supprimer une mauvaise habitude. Donc, imaginons, vous avez envie de vous mettre à la salle de sport. Mais finalement, si vous allez à la salle et que vous commencez à trouver des potes, soit là-bas, soit des potes qui sont motivés à y aller avec vous, ça va être beaucoup plus simple. Donc déjà, l'environnement social, c'est très important. Trouver du soutien et mettre en place un environnement pour surmonter l'auto-sabotage. Donc ça peut très bien être, finalement, si déjà, chez vous, vous supprimez, il n'y a plus de cigarettes à la maison, ou bien il n'y a plus d'alcool à la maison, ou bien vous faites des courses où il n'y a plus de sucreries, ça va déjà être quand même beaucoup mieux. Et effectivement, si vous avez un environnement positif, moi je me rappelle, quand j'étais en 6e année de médecine, que je voulais travailler toute la journée, c'est ça, mettre en place une bonne habitude, c'est se donner un objectif, réussir très bien le concours ou l'internat, et de se dire il faut que je travaille 10 heures par jour. Si j'allais tous les jours à la bibliothèque, que je m'entourais de personnes qui ont envie de réussir, que je mets en place au quotidien un plan d'action, travailler de telle heure à telle heure et que je le suis, je vais me mettre dans cette spirale positive et je suis dans le bon environnement. Parce que voilà, en fait, l'environnement et le soutien, ça va permettre d'avoir de faciliter les choses en fait. Voilà, il faut se faciliter la vie. Il faut comprendre que le cerveau, lui, il va toujours essayer de minimiser les risques, enfin qu'on appelle ça. On a dit minimiser minimiser la douleur. Il faut éviter au maximum la douleur. Donc il faut faciliter le fait de réussir ces bonnes habitudes. Donc si vous faites un sport qui vous plaît, qui n'est pas à 2 heures de chez vous, qui est facile à y aller, que vous y allez avec des amis, que lorsque vous faites le sport, vous prenez du plaisir, que c'est un bon moment, ce sera beaucoup plus simple de tenir la bonne habitude. Voilà, c'est pareil. Moi, je vous ai dit que je m'étais pris par exemple pour bien manger. Je prenais des plats qui étaient livrés à la maison, mais c'était juste les courses qui étaient livrées. Ça s'appelle HelloFresh. Et finalement, qu'est-ce qui va se passer? On va faire des bons plats, je vais sélectionner des bons plats et je vais être content de. En fait, je vais cuisiner, je vais cuisiner des bonnes choses avec des bons nutriments, mais je mange bien, je me fais plaisir en fait. Je ne suis pas en train de manger tous les jours des épinards, du riz et des œufs parce que voilà, si on mange des bonnes choses, on va être beaucoup plus enclin et facile à suivre ce programme-là. Si vous faites entre guillemets un régime alimentaire hyper restrictif dans lequel ça ne vous plaît pas, ça ne marche jamais. Donc voilà, on reparlera ça dans une autre vidéo, mais pour tenir une bonne habitude, c'est hyper important de penser à soi et de se dire il faut penser long terme, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place, que je vais pouvoir tenir. Pareil, moi je le vois avec des étudiants en médecine que j'accompagne, et moi j'étais dans la même situation, quand on veut mettre un programme de révision, quand on veut travailler au quotidien, si on a une méthode de révision, une méthode de travail, un environnement qui ne nous plaît pas, que vous devez vous forcer vraiment, finalement ça ne fonctionne pas. Et de plus en plus, moi je suis un youtubeur qui s'appelle un youtubeur anglais qui s'appelle Ali Abdaal, peut-être qu'il y en a pas mal qui connaissent. Lui, il a écrit un livre sur le livre en anglais s'appelle Feel Good Productivity. En gros, c'est quoi? C'est le fait d'être productif, et moi, j'ai envie d'étendre ça un petit peu au fait dans sa vie, en fait, de prendre soin de soi, etc., tous ces projets. Mais dans le côté, il faut allier une touche de plaisir et de feel good. En fait, feel good, c'est se sentir bien. Il ne faut pas que ce soit dans la douleur. Et en fait, il y a des écoles. Quand je dis dans des écoles, il y a des philosophies dans lesquelles on dit que travailler, ça doit être douloureux. Lorsque on se fait mal, c'est là où c'est vraiment... c'est là où ça travaille vraiment. Certes, effectivement, quand je vais à la salle de sport, quand ça commence à faire mal, que ça fait mal aux muscles, que c'est difficile, évidemment que c'est là où je travaille. Et moi, pareil, il y a des youtubeurs que je suis, comme il s'appelle, Eric Flag, ou bien son pote, il s'appelle, comment il s'appelle, Bazinga. Ils sont dans le dépassement de soi, dans le faire un marathon, faire un triathlon, faire un Ironman. Il faut que, voilà, j'ai pas envie de faire mon vélo, j'ai pas envie de faire ma natation, j'ai pas envie d'aller courir, mais je le fais, je me dépasse, je me prouve que je suis capable. Ça, c'est bien, mais en fait, ça correspond à certains profils psychologiques qui aiment bien se dépasser, qui aiment bien accepter la douleur et se montrer que c'est des gens durs et solides, mais je pense que pour la plupart des gens, c'est quand même une meilleure approche d'être aussi dans le bien-être et dans le plaisir. Parce que quelqu'un qui adore faire du tennis,
qui adore faire du squash, du paddle et qui va aller régulièrement 2, 3, 4 fois par semaine aller faire du squash, du paddle, y aller discuter avec des gens, être dans un bon environnement, c'est beaucoup plus simple que d'être dans le dur, de se dire allez, je vais aller faire du vélo, je vais aller faire de la course à pied dans le froid, je vais montrer que je suis une machine. Ça ne correspond pas à tout le monde. Et donc il faut trouver son raisonnement à soi qui nous correspond. Si votre raisonnement qui vous correspond, c'est d'être plus dans le dur et de vous prouver que vous êtes une machine, tant mieux. Mais si on est plus dans le côté positif, ça permet quand même de manière générale de tenir une bonne habitude, un engagement plus longtemps. Donc, on a dit faire du sport qui nous plaît, qui nous correspond, qui est facile à mettre en place. Donc voilà, moi la salle de sport, je prends du plaisir. Voilà, j'ai envie de me mettre plus au tennis parce que j'en ai fait quand j'étais petit et j'adore ça et donc je sais que je prendrai du plaisir à faire du sport. Ensuite, quand vous travaillez, moi je vous l'ai montré, je vais aller chercher un bouquin. Ça c'était les livres que j'avais en 6e année. Tous les étudiants en médecine les connaissent, mais j'avais trouvé, donc ça c'est les livres. Moi j'avais trouvé, il y a un moment où je travaillais sur l'ordinateur. J'avais toutes les fiches sur l'ordi, etc. Ça allait, mais comment dire ? Déjà, de 1, quand je faisais mes Notion, je prenais du plaisir à faire mes Notion, j'avais mes petits raccourcis, je faisais des captures d'écran, etc., etc. Je prenais du plaisir à travailler. Et après, à un moment, ça m'a saoulé et je me suis dit, maintenant j'ai envie de bosser sur les bouquins, d'avoir vraiment des livres à palper. Voilà, j'étais là, j'avais les bouquins, je surlignais, j'avais des beaux livres que j'avais achetés qui étaient neufs, il y avait des belles images, etc. J'avais apprécié travailler sur livres. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai racheté tous les bouquins pour être dans des conditions de travail qui me plaisaient. Parce que j'allais à la bibliothèque pour travailler, donc déjà j'allais à la BU, je m'habillais correctement, je mettais un peu de parfum, j'étais content d'aller travailler. Évidemment, entre guillemets, on pourrait préférer, je ne sais pas, être sur la plage ou bien jouer aux jeux vidéo, mais quand on arrive à faire le travail de se dire qu'est-ce qui est important pour moi, et ensuite de prendre la bonne décision par rapport à plaisir instantané et objectif long terme, et qu'on arrive donc à prendre une décision qui est rationnelle, et ensuite de nous récompenser en appréciant faire cette activité-là, en fait, c'est ça. Et donc voilà, moi j'avais mes bouquins, j'étais content. Là, je vous dis, là j'ai envie de progresser bien en imagerie ostéo-articulaire, en imagerie du sportif. Voilà, ça a été livré à l'instant. Donc juste après cette Amazon, ça a été livré. Donc juste après ce podcast, je vais aller au retrait récupérer mes bouquins. Mais voilà, j'ai acheté des livres, je suis content, je vais travailler dessus et je vais prendre du plaisir. Et voilà, et donc ça va être beaucoup plus simple quand je rentre du travail, de me mettre sur mes livres, de prendre des petits surligneurs et d'aller travailler dessus. Voilà, hop, j'arrange ça. Donc voilà, tout ça pour dire qu'on refera un épisode dédié complet sur comment mettre en place plus facilement des bonnes habitudes. Aujourd'hui, c'était un petit peu plus sur comprendre le concept d'auto-sabotage et je vous ai donné des conseils, des clés pour réussir à s'en sortir le plus efficacement possible. Mais voilà, j'essaierai de développer un épisode vraiment dédié à l'environnement positif, au soutien social, parce que c'est hyper important, et au fait de designer son environnement pour que ce soit le plus simple possible. Mais voilà, moi je trouve que c'est important. Et là, par exemple, dans mon quotidien, j'ai mis tout en place pour prendre, en fait, et aussi travailler mentalement sur le fait de prendre du plaisir à prendre soin de soi, à avancer dans ses projets, etc., etc. Et en fait, moi j'ai l'impression d'avoir passé un cap, un point de non-retour où maintenant je vois le fait de ma santé, c'est devenu tellement important, essentiel. Le but c'est pas d'être fou non plus et de devenir comme Brian Johnson et de passer toute la journée à faire des routines, etc., etc. Mais c'est devenu tellement important pour moi et je prends tellement de plaisir à prendre soin de ma santé que je ne me verrai plus manger du sucre, du chocolat, des bonbons de manière inconditionnelle en fait. C'est plus possible parce que maintenant, voilà, j'ai passé le cap. Et donc en fait, je trouve que quand on arrive à faire ce travail mental là-dessus, on est beaucoup plus puissant que la simple prise de décision de se dire allez c'est bon, c'est la rentrée, je me mets à faire du sport. Parce qu'il n'y a pas eu ce travail personnel derrière. Et c'est ça en fait que j'essaie de partager aussi ici. C'est-à-dire que c'est de devenir une meilleure personne à travers un objectif précis, concret, qui est de prendre soin de sa santé. Parce que on pourrait très bien dire, ça peut être à travers le fait de monter son entreprise. Là, moi, je suis un mec sur YouTube qui s'appelle Théo Lyon, qui lui, c'est ça, c'est scaler sa boîte, scaler sa société, son business, sur le fait de se scaler soi-même, donc d'être une meilleure personne, de monter en compétences personnelles, d'avoir un meilleur développement, d'être plus discipliné, d'avoir des ambitions qui sont plus alignées, etc. Donc de se développer, d'être une meilleure personne.
Et moi, ça me parle, mais ce qui me parle encore plus, c'est donc de scaler sa santé à travers le fait de devenir une meilleure personne. Et en fait, c'est des choses que je trouve qui sont complémentaires. Et le fait de se concentrer à prendre soin de soi, ça nous oblige à devenir une meilleure personne parce que ça nous oblige à travailler sur tout ça, sur la dopamine, sur les biais cognitifs, sur ses prises de décision, sur son environnement, etc., etc. Donc voilà, je trouve ça hyper intéressant. De base, j'étais plus parti sur la philosophie et en fait, j'ai commencé à avoir cette philosophie-là à travers les études de médecine. Donc ça, c'est pour ça que ça me parle beaucoup et que j'ai partagé énormément sur cette chaîne sur les astuces de révision, tout en ayant un œil, un apport un petit peu plus nuancé sur le fait que justement, moi je ne donne pas que des techniques de révision en mode fais la méthode DJ ou bien fais ça, mais sur se dire, ok, si j'ai envie d'être un bon étudiant, si j'ai envie de réussir tel ou tel concours, avant tout, et en parallèle, en fait, il faut essayer d'être une personne qui est plus fière d'elle, plus disciplinée, qui fait un travail personnel, en fait. Et donc moi, j'étais en mode scaler ses études de médecine en scalant sa vie, en fait, en étant une meilleure personne. Et maintenant, j'ai envie de d'étendre encore plus à scaler sa santé pour scaler sa vie, en fait. Donc en utilisant le levier de je me concentre sur améliorer ma santé, parce que ça a des impacts qui sont positifs immédiatement sur moi, sur les personnes autour de moi, sur la société de manière générale, parce qu'une société en meilleure santé, c'est une société qui se sent mieux, qui est moins dépendant des soins, etc., etc., même si on en aura toujours besoin. Moi, je le vois à l'hôpital, malheureusement, il y a des pathologies qu'on ne peut pas éviter, et heureusement qu'on développe des techniques chirurgicales, des traitements qui vont pouvoir soigner. Voilà, maintenant, il y a un nouveau traitement pour la mucoviscidose, et c'est magnifique, ça soigne énormément de gens, et c'est splendide. Et évidemment qu'il faut travailler là-dessus, mais il faut aussi se responsabiliser en termes de santé personnelle. Et voilà, et c'est le monde meilleur vers lequel j'ai envie qu'on tende ensemble. Je continuerai à avancer avec le plus d'honnêteté possible et continuer à moi-même lire des bouquins de réflexion, travailler sur ça, faire des vidéos dans lesquelles je vous donne les armes de réflexion. En fait, c'est surtout ça, c'est avoir les armes de réflexion pour pouvoir faire son propre esprit critique, pas facile. Voilà. Et quand on arrive à faire ça, et quand on a cette démarche-là, finalement, on devient presque inarrêtable parce que on arrive à penser soi-même et on se sent beaucoup mieux. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur ce concept d'auto-sabotage, le plaisir le plaisir coupable, et finalement de déconstruire ça en fait, avec les mécanismes donc de recherche de plaisir avec la dopamine, de dissonance cognitive, de biais cognitifs surtout, avec donc le biais d'optimisme, le déni de la réalité, tous les circuits de la dopamine, l'influence sociale et les normes culturelles et les normes sociales, et donc les habitudes aussi. Et ensuite de déconstruire ça en faisant le travail personnel, individuel, isolé sur ce qu'on a vraiment envie de faire, qu'est-ce qui est vraiment important pour nous, de créer des bonnes habitudes, de déconstruire et de créer des bonnes habitudes, et ensuite de se fixer des objectifs concrets, de rechercher du soutien avec un groupe social. Quand je dis un groupe social, ça peut être des gens au travail, ça peut être des gens à la salle de sport, ça peut être des gens dans un club d'échecs, peu importe en fait, mais il faut faire des choses qui nous donnent envie, qui nous rendent fiers. Et c'est pour ça que je me rends compte que quand on supprime les distractions, réseaux sociaux, etc., on a du temps. En fait, on a du temps pour nous, pour réfléchir. Et on a du temps ensuite pour faire des choses qui ont du sens. Voilà, là j'ai du temps pour tourner ces vidéos-là, pour prendre le temps de lire des livres, pour prendre le temps de comprendre et de réfléchir à qu'est-ce qui a du sens, du temps pour me développer et pour vous partager ça. Après, j'ai du temps aussi pour lire mes bouquins sur la radiologie et de progresser en fait. Et donc ça me libère du temps. Et les gens ont peur de s'ennuyer, mais il faut supprimer les mauvaises habitudes, prendre le temps de s'ennuyer et après ensuite de retrouver les bonnes habitudes qui sont beaucoup plus subtiles, beaucoup plus complexes, beaucoup moins grossières. Et voilà, et ça donne des profils qui sont beaucoup plus atypiques, enfin même pas atypiques, au contraire, des profils qui sont intéressants. Et voilà, et en fait, je me rends compte que toute personne qui a eu des succès, que ce soit financiers, enfin, j'ai pas envie de dire financier, mais à l'époque des Grecs, etc., des gens qui étaient. Mais en fait, il y a toujours eu des gens qui ont fait après ce travail de développement d'eux-mêmes. Et en fait, c'est ça, c'est essayer d'être une meilleure personne aujourd'hui que ce qu'on était hier. Et voilà, je vous partagerai dans une prochaine vidéo le sujet du prochain podcast, peut-être qu'il sera déjà disponible et je vous inviterai à cliquer dessus. Ce sera sur justement essayer de ne pas être mieux que la personne. On refait.
que le but c'est de ne pas être mieux que quelqu'un d'autre aujourd'hui, mais d'être mieux que soi hier. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire arrêter de se comparer aux autres et travailler sur sa propre personne et prendre le temps de faire ça. Ça prend du temps, c'est pas le plus sexy, mais je me rends compte que j'ai l'impression que c'est quand même une source de plaisir, d'accomplissement immense. Et en fait, il y a beaucoup d'humains je pense que l'humain est entre guillemets un petit peu voué à travailler là-dessus. Et tous les grands penseurs, tous les grands philosophes de notre monde ont été un petit peu dans cette démarche-là. Donc voilà, j'ai envie de vous partager ça. Et voilà, moi quand j'étais au lycée, je n'étais pas spécialement philosophie, mais maintenant, c'est vrai que je trouve ça intéressant. Je ne suis pas en mode philosophie pure et dure, mais je trouve que cet aspect-là de développement à travers la philosophie, de penser, et après à travers des actions concrètes, parce que c'est bien après de penser, etc. Mais je pense qu'il faut aussi avoir des actions concrètes, travailler pour un monde meilleur. Quel est le monde meilleur dans lequel on a envie de travailler? Et moi, le monde meilleur dans lequel j'ai envie de travailler, c'est un monde dans lequel les gens prennent soin d'eux. Voilà. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite de plein de bonnes choses. Prenez soin de vous et on se retrouve dans la prochaine vidéo que vous pouvez trouver ici. Ciao!